Salut, c'est Maïk Dara. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Notre invité de ce soir a su très jeune quelle serait sa vie. Sa voix fut vite toute tracée, il deviendrait comédien. Et des voix, VOIX, il en a eu une multitude tant sa carrière est jalonnée de personnages. Vous le connaissez notamment pour celui-ci. Doc, je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Maintenant, il faut que vous m'aidiez à repartir en 1985. Mon Dieu. Ses initiales sont LH. Non, ce n'est pas Le Havre, encore que il y est très attaché. Luc Hamet est notre invité. Il va nous demander de nous arrêter. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter de retour en ce lundi 29 mars 2021. C'est une nouvelle édition que nous sommes très heureux de vous présenter, chers amis auditeurs. Bonsoir Laurent, bonsoir Alain. Bonsoir à vous, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Très très bien, écoutez, moi idem. Et allez, sans plus attendre, nous allons tout de suite saluer notre invité de ce soir, Luc Hamet ou Luc Hamet. Bonsoir Luc. Alors pour les Havrais, c'est Luc Hamet bien sûr, mais c'est vrai que pour la plus grande partie des gens qui me connaissent, c'est Luc Hamet. Pour la petite histoire, je suis parti du Havre, je m'appelais Hamet, mon papa et ma maman, enfin mon papa s'appelait Hamet, hein. Mais quand je suis arrivé à Paris, j'ai pas cessé de me battre pendant des années parce que tout le monde m'appelait Hamet. H-A-M-E-T à Paris, ça se dit Hamet. On n'est pas dans le même monde. Donc, à un moment donné, après, assez rapidement, j'ai fait de la télévision, donc ça devenait embêtant parce que comme je suis très bien élevé, j'étais très embêté quand les journalistes me disaient « Alors, nous recevons aujourd'hui Luc Hamet » et 2-3 fois, je me suis vu dire à la journaliste ou au journaliste « Non, c'est Hamet ». Et en fait, je me suis aperçu que ça les emmerdait beaucoup. Donc, comme je suis très, très poli, finalement, j'ai mis de côté mon nom et puis j'ai accepté qu'on m'appelle Hamet. Donc, c'est devenu Luc Hamet. Maintenant, je suis ravi que vous m'appeliez Luc Hamet. Et ça aurait ravi ma mère, qui n'est plus là malheureusement, qui, de temps en temps, quand elle entendait qu'on m'appelait Hamet, disait « Tu renies ta famille ». Mais ce n'était pas ma faute. Donc, nous, ce soir, si tu le veux bien, on va t'appeler Luc. Avec plaisir. L-U-Q. Ah, je tiens beaucoup à mon cul. Il fallait que ça soit dit, hein, franchement. Alors, si tu nous permets, oui, pardon, Luc, tu allais dire? Non, mais ça, c'est une autre histoire. C'est lié au Havre. C'est que quand j'ai commencé au Havre, j'avais 15 ans. J'ai écrit mon premier one-man show en cours de maths. J'étais au lycée Raoul Dufy et je me faisais bien chier en maths. De toute façon, je me suis toujours fait chier à l'école. Et j'avais une prof de maths qui était insupportable. Je ne sais même plus son nom. Et qui avait un cheveu sur la langue complètement dément. Elle était complètement folle comme ça. Et elle parlait comme ça. Et alors, comme déjà, je ne comprenais rien aux mathématiques, alors en plus, avec un cheveu sur la langue, c'est encore plus compliqué. Donc, je me suis mis à écrire, j'étais en fond de classe, hein, je me suis mis à écrire un sketch qui s'est appelé évidemment La prof de maths, c'est pas compliqué. Et ça a été un de mes premiers sketchs. Et puis, je l'ai joué devant des copains. Puis, j'ai vu que finalement, ça marchait bien, que ça faisait rire. Et puis, j'ai écrit un spectacle. Et puis, j'ai commencé Boulevard de Strasbourg. Dans un centre que je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était Boulevard de Strasbourg, c'était pas l'UCPA. Non, l'UCJG. L'UCJG, voilà, merci. Et là, ça a très très bien marché. J'ai eu le lendemain mon premier article dans la presse havraise, signé de Jean-Pierre Boulet, que j'ai continué à fréquenter par la suite, qui est un Havrais aussi, et quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Un musicien aussi d'ailleurs. Super musicien, ami de Gainsbourg. Et donc Jean-Pierre a titré son article Luc ou comment avoir du talent à 16 ans. Et je lui en ai voulu
alors que j'aurais dû le remercier. Bon, je déconne, hein. Mais parce que j'avais 15 ans, j'avais pas 16 ans. Et en fait, je ne pouvais pas avoir de nom parce que j'ai commencé donc très tôt ce métier et j'avais pas le droit de gagner de sous avant 16 ans. Et donc, j'ai dû trouver un nom de scène. Et mon nom de scène, ça a été mon prénom. Et sur ma première affiche, Luc, je tenais un ballon. Et le cul était le ballon. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et je l'ai gardé après. Et ça m'a bien aidé parce qu'il y a beaucoup de journalistes, évidemment, quand je faisais de la télé, qui me demandaient mais pourquoi Luc avec... Alors, on me donnait, avant même que je réponde, on me disait mais c'est d'Europe de l'Est. Voilà, alors je déconnais, ça dépendait des jours, je racontais n'importe quoi. Ou je disais la vérité. Mais en tout cas, voilà pourquoi le cul. Mais évidemment, sur mon état civil, c'est LUC. Alors justement, le papier qui a été fait, je vais en lire un très court paragraphe. Voilà ce qui était écrit. L'article commençait comme ça. Lorsqu'on est capable pour son premier spectacle de faire aussi bien que Luc vendredi soir, il n'y a plus qu'à dire chapeau et remballer la petite suffisance que confèrent parfois certaines positions professionnelles. Ah oui, il avait fait fort le Jean-Pierre. Hein. Ouais. Et ça a énormément compté pour moi parce que ça m'a donné confiance. J'étais vachement jeune. J'étais dans un milieu qui n'était pas du tout, j'étais pas prédestiné. Hein. Mon papa était à l'imprimerie de la presse, il était typographe correcteur. Bon, il avait aussi, c'est comme ça qu'il est connu au Havre, il avait aussi une énorme action sociale et il était président de la caisse d'allocation familiale, il s'est occupé de beaucoup de gens et il était vraiment dans la solidarité. Et d'ailleurs, il y a une maison qui porte toujours son nom, je crois que c'est à Bléville, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. La maison Pierre Hamé. Pierre Hamé, c'est à Bléville, oui. Voilà, donc c'est mon papa. Donc, je n'étais vraiment pas destiné à ça. C'est vraiment ce que j'ai l'habitude de dire. C'est une vocation. J'aurais pu être curé, tant mieux, je suis acteur, quoi. C'est mieux en même temps. Hein. Personnellement, oui, parce que j'ai été au catéchisme, je vous rassure. Mais comme à l'école, je me suis bien fait chier. Alors là, t'es pas le seul, je peux te le dire. Moi, d'apprendre l'histoire d'un mec qui marche sur l'eau, alors ça se réduisait beaucoup. Je pense que ça dépend aussi de ceux qui vous apprennent les choses. C'est comme à l'école. Moi, ça se traduisait quand même par des coloriages de Jésus en vert, en jaune, en bleu. Bon, voilà, ça m'a pas plus intéressé que ça. Et puis donc la vocation, elle démarre comment finalement? Le déclic, c'est quoi? Le déclic, c'est que j'ai toujours fait ça quand j'étais petit. J'ai commencé par faire quand j'étais tout petit, des spectacles de marionnettes, mais où il y avait déjà la notion de spectacle, où je convoquais les membres de la famille devant le Castelet pour qu'ils s'assiedent, pour qu'ils regardent mon spectacle. Donc c'est vraiment en moi depuis toujours. Et puis après, ça a été des boîtes de magie qu'on m'offrait à Noël. À l'époque, il y avait un grand magicien qui s'appelait Dominique Webb. Oui, absolument. Et Dominique Webb, j'ai reçu, ça a été un cadeau, je pense, du Père Noël de la presse havraise, puisqu'on avait un arbre de Noël tous les ans, juste avant Noël. On avait un arbre de Noël de l'imprimerie de la presse et du Havre Presse Havre Libre. Et je crois qu'un de mes premiers cadeaux, ça a été la boîte de magie de Dominique Webb. Ouais, donc, la boîte Magie 2000, j'ai eu la même. Magie 2000, exactement. Et moi aussi, Luc, je l'ai eu aussi. Et je ne sais pas si tu te souviens, c'était des trucs vraiment basiques. Hein. Ah oui. Tu avais la corde. Oui. Tu sais, la petite cordelette qui était censée être un nœud et pas coupé. Ouais. Tout en fait, était coupé. Et puis tu avais un petit dé, enfin une petite boîte avec une petite boule qui disparaissait. Oui. Enfin voilà, bon, c'était rudimentaire. Hein. Et moi, je me rappelle très bien de l'œuf en plastique avec un trou dedans, et puis il y avait le sac, et puis il fallait le mettre dedans, puis il disparaissait. Et le sac tout noir, je me rappelle. Hein. Oui, je me rappelle. Et la tronche, tu m'excuses, hein, de Dominique Webb avec les yeux comme ça, là, c'était. Alors attention. Chose, hein.
Ouais, Dominique Webb, il était réputé pour l'hypnose et Ouais. malheureusement, Dominique Webb, il nous a quittés il y a pas longtemps. Il est Ah, je savais décédé. pas. Ouais, il est décédé il y a quelques mois et moi je me rappelle très très bien de lui. De toute façon, on se rappelle de deux personnes à l'époque. C'était Ouais. Dominique Webb et surtout c'était Gérard Majax. Bah, bien sûr. Gérard Majax, il est toujours là. Il est venu au Théâtre Edgar il n'y a pas longtemps. Il voulait que j'auditionne un de ses petits protégés. Mais bon, moi, je fais vraiment du théâtre, donc je pouvais pas. J'ai fait quelques exceptions. J'ai pris 2 one-man shows, j'ai pris 2 amis. J'ai pris Jean-Yves Lafesse, et puis parce que c'est un copain de 30 ans. Et puis j'ai pris Philippe Chevalier parce qu'il a démarré là. Il a démarré au Café d'Edgar et au Théâtre d'Edgar bien avant que je le reprenne. Ils ont démarré là, à Las Palais, et lui. Donc, mais sinon, je ne fais pas de one-man show. Mais Gérard Majax, je peux vous dire qu'il est toujours bon pied, bon oeil. Hein. Alors, pour te dire, Luc, Gérard Majax sera notre prochain invité. Ah, bah, formidable. Laurent, Formidable, vous avez bien de la chance. Parce que c'est un mec qui a vraiment marqué de nombreuses générations. Et c'est un mec qui touche sa bille. d'ici fin février, normalement, on doit le joindre pour enregistrer une autre émission, effectivement. Laurent. On va revenir à ta carrière quand même, Luc. Est-ce que deux choses. Moi, je voulais qu'on parle de ton influence humoristique, notamment par rapport à Isabelle von Almen, qui est plus connue sous le nom de Zouk, qu'on a pu voir d'ailleurs dans un clip de Mylène Farmer, si je ne m'abuse, mais c'est pas pour ça qu'elle est le plus connue. Et puis, donc, j'aimerais bien que tu nous parles de ton influence. Et puis, comment tu te retrouves à faire la première partie de Roland McDan? Alors, Zouk, ça c'est grâce à la Maison de la Culture qui à l'époque était au Théâtre de l'Hôtel de Ville parce qu'il n'y avait pas Niemeyer. Et grâce à mes parents, mon père m'emmenait beaucoup au cinéma, je voyais 2 films par semaine. Et puis, dès qu'on avait la possibilité d'aller au théâtre, on allait au théâtre. Ma mère aimait beaucoup le théâtre. Mon père devait l'aimer aussi, mais comme il travaillait de nuit, il ne pouvait pas aller au théâtre. Donc, j'y allais avec ma mère et j'ai eu un choc un jour. Et c'est comme ça d'ailleurs que ça a été le déclic pour écrire mon premier one-man show à 15 ans. J'ai vu Zouk sur la scène du Théâtre de l'Hôtel de Ville. Et alors là, ça a été un choc énorme parce que à l'époque, c'était extrêmement moderne. Je pense d'ailleurs que ça l'est toujours. Si on la voyait aujourd'hui, ce serait la même chose. Ce qu'elle faisait était hors norme. Ça aurait pu paraître incompréhensible, mais ça l'était complètement, puisque c'était des gens de la vie de tous les jours qui l'entouraient, des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes, et elle se mettait instantanément dans la peau de ces personnages. Elle prenait une voix, elle prenait un physique, et en voyant ce spectacle, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et Zouk, ça a été très loin. Il y avait toute une partie de son spectacle qui se passait dans un hôpital psychiatrique. Il faut dire que cette femme est suisse et elle a passé une grande partie de sa vie en hôpital psychiatrique. Donc, ça va très, très loin. Et elle a pratiquement disparu, je pense, en partie dû à tous ces problèmes. Parce que c'était une artiste absolument extraordinaire, qui était d'ailleurs à l'époque plébiscitée absolument par tout le monde. Dans le milieu théâtral, dans le milieu du one-man show, c'était un ovni, mais c'était une étoile qui était extrêmement brillante. Et voilà, ça a démarré avec elle. Et puis alors après, je ne faisais pas, j'écrivais quelques sketchs, mais il faut faire 1 heure quand on fait un spectacle. Donc, il y avait une émission le soir à 5h quand je rentrais de l'école, sur Europe 1, qui diffusait pendant 1 heure des sketchs. Et donc, avec un petit magnétocassette, parce qu'à l'époque, on parle de ça, et aujourd'hui, nos enfants, ils font des films avec des téléphones. Nous, il fallait qu'on achète un matériel Super 8. Bon. Donc, non, mais c'est vrai, quand les gamins écoutent ça, ils doivent se dire, mais ils étaient des Cro-Magnons, quoi, c'était des préhistoriques. Et donc, avec un petit magnétocassette, parce que c'était à notre portée, ça ne coûtait pas très cher, j'écoutais les sketchs sur Europe 1, et dès qu'il y avait un truc qui m'intéressait, je l'enregistrais.
et je le recopiais à la main parce que j'avais aucun moyen d'avoir des textes. Donc je le recopiais à la main, je l'apprenais par cœur et je le jouais avec ma manière. Je ne cherchais pas à imiter les autres. Et c'est comme ça que mes premiers spectacles ont eu lieu. Alors, comment je suis arrivé à la première partie de Roland McDan? Il y avait au Havre un homme aussi qui a beaucoup compté pour moi, même si on s'est très peu vu. Mais en tout cas, il m'a donné ma chance avec Roland McDan. C'est Max Cerveau. Max Cerveau était le responsable de la culture à la mairie, qui à l'époque était communiste. Et Max est devenu un grand producteur. Il a une société en région parisienne et il produit énormément de choses. Et à un moment, il faisait le festival de l'autre côté de l'eau à... Ah, le grain à moudre, quelque chose comme ça, à Honfleur. Oui. À Honfleur, c'était lui le responsable du grain à moudre à Honfleur. Et Max m'a appelé un jour, parce qu'il savait que je faisais des one-man shows, j'étais passé dans plusieurs CLEC, centres de loisirs et d'échanges culturels. Ça n'existe plus, je crois. Non, mais nous avons connu, bien sûr. Voilà. Et donc, j'étais passé dans plusieurs CLEC, c'est-à-dire que pourquoi Roland McDan est venu rôder son spectacle au Havre? Premièrement, parce qu'il avait fait Juin dans la rue et qu'il avait connu toute l'équipe de la culture au Havre avec Michel Fugain. Ça a été un souvenir extraordinaire pour tous les Havrais. Il en est né d'ailleurs un 33 tours dont certaines chansons sont indémodables de Fugain. Et puis, dans la troupe de Fugain, il y avait Roland McDan, dans le Big Bazar. Et Fugain sympathisé avec Le Havre et certainement Max Cerveau. Et lui aussi a écrit son One Man et il s'est dit, je vais venir au Havre, 14 CLEC, 14 salles de spectacle, on reste au même endroit et on peut jouer 14 fois son spectacle. C'est quand même génial. Et comme son spectacle faisait 1 heure, Max m'a demandé, est-ce que tu ne voudrais pas faire la première partie de Roland McDan? Et c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, Roland McDan, je crois que tu as fait une confidence, une remarque qui t'a confirmé que c'était vraiment ta voix, quoi. Ah, il m'a dit, toi, tu feras quelque chose dans ce métier. Voilà, c'est le premier professionnel. Il était peu connu à l'époque et 1 an après, il rentrait au Colorado Show et il est devenu la star qu'il a été pendant des années avant de partir aux États-Unis. Il a choisi de s'expatrier. Je ne suis pas sûr que ça lui ait vraiment réussi. Mais en tout cas, pendant 10 ans, il a été une star. Moi, j'ai été le voir en première partie de Michel Thor à l'Olympia parce qu'il m'avait invité. J'étais déjà parisien à l'époque. Et 1 an après, il était tête d'affiche à l'Olympia. Ça veut dire que peu de temps après, la décision de se rendre à Paris... Elle est évidente, c'est là-bas que tout se passe. De toute façon, alors j'avais tenté ma chance un petit peu dans les milieux culturels, au sens noble du terme, au Havre, notamment, je me souviens, j'étais copain de classe de la fille de Rosweg. Rosweg, à l'époque, c'était le directeur de la Maison de la Culture. Et tous ces gens-là étaient très gentils, mais me disaient... réussis d'abord à Paris, puis on verra après. C'était quand même extraordinaire. Quand on a des outils dans une ville, j'espère pour mes jeunes camarades comédiens, auteurs, musiciens, compositeurs, metteurs en scène havrais, que ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est quand même dommage quand on a des outils culturels dans une ville qu'on dise aux gens de la ville qui ont envie de faire ce métier, va d'abord à Paris, puis tu verras après, tu reviendras après. C'était une époque. J'espère que c'était une époque. Là, aujourd'hui, on peut citer, on y a une troupe de spectacles professionnels qui s'appelle Les Improbables. Ils sont dans une compagnie où ils font des spectacles d'impro au Petit Théâtre et ils régalent vraiment les Havrais, je peux te le dire, Luc. Bien sûr, comme par hasard, bien sûr. Le Petit Théâtre, endroit que j'ai adoré, dans lequel j'ai joué avec Marc Mercadier. On avait créé une pièce qu'on avait écrite ensemble, Le Cri des Indiens, je crois que c'était en 93 ou 94. Et puis moi, j'ai eu la chance quand même de revenir de très longtemps après. J'ai fait mon one-man show, Arriva. Je l'ai fait au théâtre de l'Hôtel de Ville. Ça a été un énorme souvenir pour moi. Mon fils Léonard était né puisque
il est né en 96, et je crois qu'Ariba, c'était 90, non, c'était 2000, je crois. Je crois que c'était 2000. Donc, j'ai joué, et j'ai finalement pu jouer au Théâtre de l'Hôtel de Ville, et j'y ai joué aussi avec... J'avais créé une pièce que j'avais adaptée et produite au Théâtre Saint-Georges à Paris en 99 qui s'appelait Panier de crabe, et j'ai fait la tournée et je suis passé dans cette pièce au Havre. Ça, c'était vachement sympa aussi. Le déclic aussi, je crois, c'est le record. 3 ans de représentation au point-virgule du spectacle Moi je craque, mes parents raquent. Ça a été à la fois j'imagine, un délice et un plaisir immense, mais ça a aussi forgé la suite de ton parcours parce que tu y as fait des rencontres extraordinaires qui ont bouleversé ta vie. Tu peux nous en reparler de ces 3 années au point-virgule et de ces rencontres? Je veux parler de Roger Carrel, maître Bien Roger sûr, Carrel et bien Francis sûr. Lax. Francis Lax. Alors, c'est un merveilleux souvenir. Moi, je craque, mes parents raquent. C'est une folie de l'avoir fait 3 ans, mais je m'étais dit que je ne partirais pas sans avoir autre chose. Et mon rêve, c'était de faire du théâtre, puisque quand j'étais enfant, je regardais chez ma grand-mère le Théâtre ce soir, et c'était ça que je voulais faire. Et pour en revenir à une conversation qu'on avait hors antenne, un de nos amis, je crois que c'est Laurent ou Alain, je ne sais plus, m'a dit qu'il avait été voir à Paris La Perruche et le Poulet, que j'avais produit et mis en scène. La Perruche et le Poulet, c'est certainement la pièce. Alors j'ai eu l'extrême joie de la mettre en scène, d'en obtenir les droits, et on a fait un triomphe. On a fait 3 ans de tournée dans toute la France, et on a joué à Paris pendant 5 mois, et ça a été un gros succès, cette pièce avec Madame de Funès, enfin à l'écran en tout cas, et Claude Jansac, que j'ai adoré, puis qui m'a parlé de mon idole, sur plein d'anecdotes formidables, puisque je suis un grand fan évidemment de Louis de Funès. Et cette pièce a aussi été un gros déclic pour moi, parce que je m'étais dit, en faisant Moi je craque, mes parents raquent, je partirais pour faire du théâtre. Le problème, c'est que quand on fait du one-man show, on est étiqueté one-man show. Ça, c'est un des gros problèmes français. On est étiqueté dans ce qu'on sait faire, comme si on n'était pas capable de faire autre chose. Mais ça, c'est encore actuel, hein, malheureusement. Et un jour, dans la rue, est passé Marc Mercadier, qui habitait la rue des Blancs-Manteaux, qui est juste à côté, qui est à 75 mètres plus bas que la rue du point-virgule. Et elle s'est arrêtée, et puis elle a demandé une place, et elle est rentrée. Et puis elle a vu, elle m'a attendu à la sortie, elle m'a dit alors mon petit chéri, c'est génial ce que tu fais, c'est rigolo, c'est vraiment marrant. Elle dit, moi j'ai un truc à te proposer, mais tu me diras non. Alors j'ai dit, mais pourquoi je vous dirais non? Voilà, j'ai une pièce qui part en tournée, ça s'appelle Les Voisins du Dessus, c'est Stéphanie Lel qui a créé le rôle au théâtre pas de la Michaudière, c'était au théâtre de la Renaissance. Elle a créé le rôle au théâtre de la Renaissance. Alors, il me lâche pour Maria Pacôme, parce que Maria Pacôme démarre sa nouvelle pièce au théâtre Saint-Georges, Les Seins de Lola, et c'est lui qui a le premier rôle. Alors, tu comprends, moi, j'ai plus personne pour jouer avec moi. Alors, c'est un rôle très important. Est-ce que tu voudrais le faire? Je lui ai dit, mais madame, mais je vous attendais. Je n'attendais que ça. Et j'ai quitté le point-virgule parce que Marc Mercadier est venu me chercher, et j'ai fait une tournée de 80 dates avec Pierre Doris et Marc Mercadier. J'ai partagé la scène avec eux. Ça a été un vrai bonheur. Et dans les bonheurs que j'ai pu avoir au point-virgule en faisant mon one-man show sur ces 3 années, c'est qu'en effet, j'ai commencé parallèlement à faire du doublage, et une personne en premier, Francis Lax, a entendu parler de moi. Donc Francis Lax, Francis Lax, alors c'est Scooby-Doo, réponds à notre appel. Francis, c'est des voix mythiques. C'est Harrison Ford dans le premier Harrison Ford, enfin dans le premier. Voilà, c'est dans plein de films. C'est Magnum. Starsky Hutch. Hutch dans Starsky. Donc,
Francis est venu me voir. On avait une amie commune qui faisait de la pub et j'avais fait quelques pubs pour Europe 1 et elle était responsable des voix sur Europe 1. Donc elle lui a dit, j'ai un copain, il faut absolument que tu viennes me voir. Et Francis est venu me voir et pareil, il m'a attendu à la sortie comme Marc Mercadier. Il m'a dit, alors toi, tu dois faire du dessin animé. Tu dois faire du dessin animé. Donc, je lui ai dit, écoutez, monsieur, ah non, c'est pas monsieur, c'est Francis. Je lui ai dit, écoutez, Francis, moi, je serais ravi, mais je ne sais pas comment il faut faire. Et il me dit cette phrase qui est, eh bien, on va s'en occuper. Donc, il m'a donné son numéro, et puis il m'a dit, tu m'appelles le soir à 7h, et je te dirai où je suis, et je vais t'emmener en studio. Donc, le lendemain, je l'ai appelé à 7h, il m'a répondu, et il m'a dit, demain, je suis à tel endroit, tel studio, tu viens me voir. Et j'ai passé 1 mois, tous les jours, en studio avec Francis. Je me mettais dans un coin, je m'asseyais dans le noir, dans un studio de synchro, j'écoutais les comédiens, je regardais passer la bande rythmo. De temps en temps, il venait me voir, il me dit, alors tu prends un rôle, hein, tu prends n'importe lequel, et tu lis synchrone. Tu lis la barre, tu lis les textes, et tu apprends. Et puis, un jour, il m'a dit, écoute, t'as pas besoin de moi. Maintenant, les gens te connaissent, tu viens, et puis tu te présentes le matin, donc j'ai fait ça. Et puis à un moment donné, ce qu'il avait dit est arrivé. Un directeur de plateau s'est retrouvé avec un rôle à pourvoir jeune, mais il n'avait personne sur le plateau pour le faire, puis il avait oublié de convoquer quelqu'un. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu ne veux pas essayer ? J'ai essayé, ça a marché, et de fil en aiguille. Ensuite, Roger Carrel, un grand ami de Francis, puisqu'ils faisaient le Muppet Show ensemble. Roger est venu voir mon one-man show et m'a dit, mon petit poulet, t'es formidable, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Et j'ai été, je crois, un des premiers jeunes, quand je dis jeune, j'avais 20 ans, entre 20 et 22 ans, à intégrer cette équipe exceptionnelle du Muppet Show. C'est-à-dire que moi, mes parrains de ce métier, les gens qui m'ont appris ce métier, mais parce qu'ils m'estimaient comme professionnel, parce que sinon je n'aurais pas fait partie de leur cercle, et que je ne les ralentissais pas, et que je travaillais vite, parce que j'avais pigé vite, je devais être un peu doué pour ça. C'est Roger Carrel, c'est Gérard Hernandez, c'est Micheline Dax, c'est Pierre Tornade, Roger Carrel, je l'ai cité. Tous ces gens-là, j'ai fait du dessin animé, et ils m'estimaient comme des leurs, alors que ces gens-là avaient l'âge de mon père et qu'ils déconnaient toute la journée et que je les voyais à 4 pattes se courir après dans le studio. L'un, à un moment donné, levait la patte contre le mur comme s'il était un chien pour pisser. Et il ne faisait que des conneries. Il ne racontait que des conneries toute la journée. Mais attention, quand on était au micro et qu'il fallait enregistrer, celui qui se plantait payait son coup. Donc je peux vous dire qu'il y avait une haute concentration et qu'ils essayaient de se faire chuter les uns les autres. C'est-à-dire que, et ça vous le remarquerez si vous avez l'occasion de revoir des Starsky et Hutch, c'était le grand numéro de Francis, c'était de rajouter des répliques pas écrites dans les off, c'est-à-dire derrière une porte, il claquait la porte et on entendait derrière, tu l'auras pas volé celle-là. Voilà. Et ce qui était génial à l'époque, on était beaucoup moins gendarmés par les chaînes qui, très honnêtement, ne surveillaient pas le doublage et on avait une vraie liberté. Et si ces doublages sont aussi drôles et aussi bien et aussi réussis, c'est qu'on laissait une latitude à des comédiens qui étaient capables d'apporter des choses personnelles. Vous pensez bien que Roger Carrel, Francis Lax, tous ces gens-là, ils avaient fait déjà 30 ans de théâtre. Ils ont passé leur nuit, leur vie au théâtre, tous les soirs, dans des scènes, sur les scènes parisiennes où on tournait à jouer des comédies. Ils avaient donc un sens de la répartie exceptionnel. J'ai jamais vu un puissant fond comme Francis Lax d'histoires drôles. Je ne sais pas d'où il est sorti. Et il en avait 250 000. Et ils nous ont raconté 10 par jour. Je ne sais pas d'où il est sorti. Il y a un truc que tu dis, Luc, qui est important, qu'on a déjà dit dans une ancienne émission. Il n'est pas juste de bon ton d'avoir une belle voix pour faire du doublage. Il faut être un comédien dans l'âme.
Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que très souvent, des gens pensent pouvoir faire du doublage. Je pense sincèrement, et on va en parler après, parce que je pense que si ce ne sont pas des comédiens, la mayonnaise, pour moi, elle ne prendra jamais. Moi, je veux revenir sur une chose parce que tu as touché à tout. Tu as touché effectivement au doublage, au one-man show, au théâtre, et tu as touché aussi à la télé. Alors, je pense, si je ne m'abuse, c'est en 83, tu vas faire un remplacement de Dorothée. Alors, moi, je me rappelle de toi dans Hanna-Barbera Ding Dong. C'est dans les années 90, ça, oui. Voilà, ça c'est un peu plus tard. Alors, comment ça s'est passé, le passage comment tu t'es retrouvé à la télévision? Toujours le point virgule. Je commençais comme j'avais un one-man show. Bon, déjà, j'étais très jeune et j'avais un one-man show qui cartonnait parce que vraiment, ça a été un des plus gros succès à l'époque au point virgule, de loin. Jacqueline Joubert, qui était la productrice de Dorothée et de Récréa 2, en a entendu parler et elle est venue me voir, elle aussi. Et elle m'a attendu à la sortie en me disant « Écoutez, vous êtes très bien, vous êtes formidable, j'ai besoin de gens comme vous. Est-ce que vous voulez venir passer une audition ?» Donc, j'ai été passer une audition dans les vieux studios rue Cognac-G, dans la cabine des speakerines, alors, c'était un tout petit KGB avec une caméra à l'époque, les caméras étaient gigantesques. C'est Jacqueline qui était derrière la caméra, assise sur un siège comme on voit sur les films d'Hollywood, là, l'espèce de siège de tracteur, là, derrière la caméra. Et elle m'a dit, faites-moi un sketch. Et puis, elle m'a donné un texte. Faites-moi le lancement d'un dessin animé. Donc, je l'ai fait. Et le résultat, c'est que j'ai été choisi la même année que Marie Dauphin. On est rentrés, moi et Marie Dauphin, à Récréa 2. Et puis, j'ai remplacé Dorothée sur un mercredi, car à l'époque, Récréa 2, c'était en direct. Donc, ma première émission de télé, ça a été de remplacer Dorothée un mercredi en direct. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur cadeau que Jacqueline Joubert m'ait fait, parce que, très honnêtement, je ne pense pas m'en être mal sorti, mais en revanche, j'ai été détesté de l'équipe. C'est-à-dire que à l'époque, il y avait un producteur qui est très connu, qui